Éclat de vie. Se relever. Un podcast qui aide à soigner les plaies et à penser l'après. Les accidents collectifs et les attentats, de par leur violence, peuvent causer un psychotraumatisme dont l'impact varie selon l'exposition au danger, les circonstances du drame et l'histoire de vie de chacun. Comment ces épisodes de vie tragiques peuvent nous fragiliser ? À quel moment faut-il s'inquiéter ? À quel moment faut-il consulter ? Je suis Avril Prosper, psychologue au sein de la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs. Dans ce podcast, je serai accompagnée de victimes et de professionnels ayant touché de près ou de loin ce phénomène si complexe. Ensemble, nous tenterons de décrypter les causes de ces blessures invisibles, d'en comprendre les symptômes et de partager des méthodes de soins. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Éclat de vie propulsé par la FENVAC. Nous sommes aujourd'hui à Caen pour rencontrer Monsieur Gagnepin qui va pouvoir nous parler de son activité de recherche, notamment sur la mémoire et la neuroscience. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît ? Donc je m'appelle Pierre Gagnepin, je suis chercheur à l'INSERM. Je suis spécialisé plutôt en ce qu'on appelle les neurosciences cognitives et l'imagerie cérébrale, c'est-à-dire que j'étudie le fonctionnement du cerveau à la fois dans son fonctionnement normal et dans son fonctionnement pathologique, et notamment je m'intéresse aux troubles de stress post-traumatique et aux mécanismes de résilience face au trauma. On sait que dans le stress post-traumatique, il y a beaucoup de choses qui se passent, notamment dans le cerveau. Nous, aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à la question de la mémoire. Qu'est-ce qu'il y a comme type de manifestation lorsque quelqu'un vit un événement traumatique ? Il y a beaucoup de modèles théoriques qui essaient de comprendre ce qu'est le trouble de stress post-traumatique, qui voit ce trouble comme un trouble de la mémoire. Une manifestation centrale du trouble de stress post-traumatique, c'est ce qu'on appelle la mémoire intrusive. C'est le fait de revivre l'événement avec une intensité extrêmement importante, un stress et une peur extrêmement effrayante, avec des images, des sensations, des odeurs, des bruits qui reviennent de façon complètement involontaire et incontrôlée. Donc c'est une forme de mémoire involontaire qui met la personne dans un état de stress, dans un état où elle va être sur le qui-vive, elle va regarder si ce qui l'inquiète va pas réapparaître. Ce que les neuroscientifiques essayent de comprendre, c'est l'origine en fait de cette mémoire de peur, de cette mémoire intrusive, parce que c'est pas trop le fait d'avoir une mémoire pour des choses qui soient négatives ou des choses qui soient effrayantes qu'un problème. C'est important de se souvenir des choses qui sont par exemple dangereuses. Si vous conduisez en voiture et que vous vous rappelez qu'il y a eu un accident sur ces trucs-là, c'est important que vous puissiez avoir l'image de cet événement négatif pour pouvoir adapter votre comportement. Donc la mémoire négative en soi est pas forcément toujours un problème. Ce qui est un problème, c'est quand elle survient dans des contextes qui sont complètement inadaptés, dans des situations pendant lesquelles elle n'est pas nécessaire, elle n'est pas convoquée, et donc elle empêche finalement le fonctionnement de la personne de s'adapter à son environnement et de faire les choses qu'elle doit faire au quotidien. Donc il y a un caractère disruptif de cette mémoire qui détourne complètement son attention de ce qu'elle doit faire. Nous ici, ce qu'on essaie de comprendre, c'est l'origine de ce dysfonctionnement. C'est ce dont on parle quand on parle de flashback ou de cauchemar aussi, j'imagine ? Oui, tout à fait. Ouais. Les cauchemars font partie de la symptomatologie intrusive. Ouais, tout à fait. Ouais. Est-ce qu'on peut aussi parler de dérèglement de mémoire lorsqu'on est dans la partie du stress aigu avant ? Alors, le fait d'avoir des mémoires intrusives et des dysfonctions de la mémoire dans la partie aiguë, c'est je pense complètement normal. Quand il nous arrive quelque chose d'extrêmement effrayant et d'extrêmement traumatique, c'est normal d'avoir ces images-là. Ce qui est moins normal, c'est que ça dure dans le temps. La mémoire, en théorie, est supposée se mettre à jour. Moi, par exemple, j'ai très peur des araignées. Si je rentre dans ma cuisine et que je vois une araignée, le lendemain, je vais repasser dans ma cuisine et je vais avoir l'image de l'araignée de la veille qui me revient comme ça à l'esprit. Donc je vais avoir peur. Puis je me rends compte qu'elle n'est pas là, et le lendemain je vais repasser, je vais peut-être y repenser un petit peu, et puis je me rends compte qu'elle n'est pas là, et au fur et à mesure que je repasse, ma mémoire se met à jour et intègre que ce contexte, la cuisine en l'occurrence, est de nouveau devenu sans danger. Et donc la mémoire se met à jour, naturellement. Elle s'efface, ou alors elle se fait, entre guillemets, elle rentre en compétition avec d'autres informations qui la rendent moins importante, on va dire. Et donc la mémoire de l'araignée disparaît par exemple par ce biais de ce mécanisme-là. Chez les personnes qui ont un trouble de stress post-traumatique, ce phénomène de mise à jour
ou en tout cas d'effacement, ne se fait pas. Et donc la mémoire reste très présente et quand elles reviennent, donne l'impression que l'événement se produit à nouveau, et de nouveau réel, et de nouveau presque concret, quoi. Et est-ce qu'on sait maintenant un peu pourquoi ça se passe comme ça pour les personnes qui ont vécu un trauma? Alors qu'est-ce qu'on sait de ces mécanismes associés à la mémoire de la peur? Il y a un premier phénomène qu'on appelle la surconsolidation. C'est-à-dire que une mémoire très émotionnelle, comme le cas d'un trauma, va, entre guillemets, va engendrer une réponse dans les circuits de la peur, qui sont les circuits qui sont responsables pour détecter ou répondre à des environnements ou des stimuli qui nous effraient, vont être hyperactifs. Et cette hyperactivité, en fait, elle va cristalliser, entre guillemets, la mémoire émotionnelle dans des régions ou dans des réseaux qui sont normalement impliqués dans ces phénomènes de peur. Et vont faire que la mémoire ne s'intègre pas nécessairement à d'autres formes de souvenirs plus classiques. Un deuxième phénomène, c'est ce que les modèles considèrent comme l'altération du traitement contextuel. On a du mal à mettre la mémoire dans le passé, c'est-à-dire qu'on a du mal à attribuer sa mémoire ou son souvenir comme appartenant à un événement passé, et on le met comme un événement présent. Donc on va dire un problème de contexte temporel. Et puis, les problèmes contextuels font qu'on va avoir... Alors, certains modèles vont considérer qu'on va avoir une forme d'hypermnésie pour des éléments très saillants du trauma. Je sais pas, une couleur, un néon, des choses comme ça qui ont été associées à l'événement traumatique. Et puis, une forme d'amnésie contextuelle où... le lien entre ces différents éléments individuels de souvenirs vont avoir du mal à se former. Alors ça, c'est pas extrêmement clair parce que d'un autre côté, si on demande à des gens de nous raconter leur trauma, ils le racontent très bien, entre guillemets. Donc c'est pas évident de dissocier peut-être ce qu'est la mémoire intrusive et traumatique avec un contexte défaillant de la narration, on va dire, du trauma. Ces problèmes contextuels, ils se caractérisent aussi par le fait que n'importe quels éléments qui sont pas forcément liés initialement au trauma, mais qui le deviennent avec le temps, vont déclencher cet élément intrusif. Alors si je prends l'exemple de l'araignée tout à l'heure que je donnais encore avec la cuisine, peut-être que maintenant je vais avoir peur dans d'autres pièces de la maison. Puis je vais généraliser ensuite cette peur à d'autres situations. Et donc ça peut être lié au sens, comme voir quelque chose, ou entendre, ou sentir. Oui, tout à fait. Mais il y a aussi plusieurs modèles pour essayer d'expliquer ce phénomène. Un des modèles, c'est que l'altération notamment d'une région de l'hippocampe, qui est la structure qui est vraiment centrale dans la mémoire, fait qu'on a du mal, on discrimine moins bien, les personnes qui développent un trouble de stress post-traumatique discriminent moins bien différents indices de l'environnement, différents éléments, et les séparent moins dans leur cerveau. Il y a un processus qu'on appelle la séparation des patterns dans le cerveau et qui va, entre guillemets, nous indiquer qu'un objet n'est pas le même qu'un autre objet et va l'encoder de façon opposée ou de façon, on va dire, orthogonale ou indépendante dans le cerveau. Et ce phénomène se produit moins bien ou se produirait moins bien chez les personnes qui ont un trouble de stress post-traumatique, ce qui font que deux objets vont avoir tendance à être plus liés dans leur esprit. Et donc vont avoir tendance à déclencher la même réponse de peur. Le trouble de stress post-traumatique serait un désordre ou un trouble des circuits de la mémoire et des circuits de la peur. Et nous, dans notre laboratoire, on développe une hypothèse qui n'est pas opposée, mais qui est, on va dire, complémentaire ou alternative, qui propose que oui, effectivement, il y a ce dérèglement-là qui se passe, mais il y a aussi un trouble des régions ou des systèmes du cerveau qui permettent de contrôler ou de réguler l'activité de la mémoire. Si un disque tourne en boucle sur une partie rayée, on peut voir le disque comme la mémoire, et on peut voir le problème comme la rayure peut-être sur les sillons du disque. Mais on peut aussi peut-être penser que le bras de lecture n'est pas assez flexible, on va dire, pour passer outre cette rayure et continuer sa lecture. Et nous, c'est un petit peu... On a plutôt la perspective du bras de lecture, on va dire.
Oui, le trauma et le stress engendré altèrent la mémoire et altèrent la manière dont on forme et stocke les souvenirs. Mais il y a aussi un mécanisme qui permet, entre guillemets, de bloquer les souvenirs, qui permet d'empêcher leur survenue, et qui, vraisemblablement, ça c'est l'objet de nos recherches, serait défaillant. Et dans les deux cas, ça voudrait dire que un trauma a une conséquence assez importante pour qu'il y ait une modification physique, physiologique du cerveau. Oui. Alors ça, c'est une excellente question. Il y a clairement une modification physiologique associée au trauma. Alors, il y a une modification dans le sens où un stress, et d'autant plus s'il devient un stress chronique, entraîne des altérations dans le cerveau. Alors il va entraîner au départ des altérations assez minimes, puis s'il se chronicise, ça va peut-être changer l'architecture des neurones, c'est-à-dire que les dendrites vont commencer à se rétracter, c'est-à-dire que les volumes de certaines régions du cerveau vont se réduire un tout petit peu jusqu'à la mort neuronale et à la réduction du volume de certaines régions cérébrales. Moi je dirais que la résilience, c'est justement la capacité à contrer ces effets négatifs du stress. C'est-à-dire, c'est la capacité, on va dire, à empêcher que le stress ait des conséquences délétères sur son cerveau et sur son organisme, entre guillemets. Et de se prémunir d'un dysfonctionnement qui deviendrait pathologique, etc. C'est la première fois qu'on parle de résilience d'un point de vue physiologique, c'est assez intéressant. Comment on fait ça ? Il faut bien distinguer facteurs de résilience des mécanismes de résilience. Un facteur de résilience, c'est une caractéristique personnelle qui va faire qu'on va être plus à même de rebondir ou de lutter contre les effets du trauma. Et les mécanismes de résilience, c'est les mécanismes qui vont être dynamiques, adaptatifs, et qui font que le cerveau va, entre guillemets, ajuster son mode de fonctionnement pour limiter justement et faire en sorte que le trauma et le stress qu'il engendre n'aient pas trop de conséquences importantes. Nous, le mécanisme qu'on étudie, c'est la capacité du cerveau à bloquer ou à on utilise le terme inhiber des images intrusives. Le projet Remember que je dirige part de l'hypothèse que ce mécanisme serait central pour comprendre la variation de la réponse au trauma. Et la variation de la réponse au trauma, c'est le fait qu'après un traumatisme, certaines personnes vont développer un trouble de stress post-traumatique et vont avoir vraiment beaucoup de mal à s'en sortir et à se réadapter dans leur quotidien, alors que d'autres vont réussir à passer outre et avoir un fonctionnement normal. Et ça ne veut pas dire qu'elles ont oublié ce qui leur est arrivé, ça veut dire qu'elles ont réussi à faire en sorte que cette mémoire-là, elles puissent la convoquer seulement quand elles le désirent et pas dans des situations complètement inadaptées qui l'empêchent de fonctionner. Ok, donc dans le projet Remember, il y a des personnes qui ont un TSPT, mais on prend aussi en compte celles qui n'en ont pas développé, parce que je crois qu'il y a comme 70% des gens finalement qui ne développent pas de TSPT à la suite d'un événement traumatique. Alors ça dépend de la nature du traumatisme. Nous, dans le cadre du projet Remember, on a vu 120 personnes exposées aux attentats, avec des victimes directes, des témoins, des intervenants, et quelques personnes endeuillées aussi, mais beaucoup moins. Sur les 120 personnes exposées, on avait un peu plus d'un an des attentats, on avait environ la moitié, 50%, qui étaient soit dans un état complet de trouble de stress post-traumatique, soit dans un état partiel. Partiel, ça ne veut pas dire moins stressé ou moins grave, je dirais que ça se concentre plus sur certains symptômes. En l'occurrence ici, ça se concentrait vraiment sur les mémoires intrusives, mais la gêne occasionnée, le retentissement et l'impact au quotidien reste même si ce ne sont pas nécessairement tous les autres symptômes. Donc il y avait la moitié de ces personnes qui étaient vraiment dans un état compliqué. Et ouais, c'est énorme. Ouais. On a été vachement surpris au départ, et après on s'est rendu compte finalement que ça correspondait aux statistiques qu'il y avait dans d'autres études. Plus la violence est interpersonnelle et dirigée vers soi, on va dire, et plus en général la prévalence du trouble de stress post-traumatique augmente. Dans le cas d'un accident fortuit, par exemple, où voilà, c'est de la faute à personne, il y a moins de
il y a moins en général de personnes qui développent un trouble de stress post-traumatique par rapport à des situations comme ça qui sont horribles et extrêmement violentes où on essaye de vous tuer, quoi. Est-ce qu'on a une idée de la capacité de nous, êtres humains, à retrouver cette inhibition, c'est une forme de plasticité, ouais, j'imagine? c'est une super bonne question. Et on a observé quelque chose qui est absolument, je trouve fascinant. C'est que, au lieu d'avoir cette fois-ci des personnes qui étaient divisées en exposées avec trouble de stress post-traumatique ou exposées sans trouble de stress post-traumatique, on a divisé les personnes qui étaient initialement avec un trouble de stress post-traumatique en remis versus chronique. C'est-à-dire que parmi ces personnes, il y avait peut-être, je dirais 30-40%, je ne sais plus exactement, qui s'étaient remises, qui avaient eu un trouble de stress post-traumatique au temps de notre étude, et puis qui avaient récupéré entre-temps. Alors que d'autres étaient toujours dans un état très compliqué avec les symptômes du trouble de stress post-traumatique. En tout cas, encore les mémoires intrusives. Et en fait, on s'est rendu compte que chez les personnes qui étaient remises, les mécanismes de contrôle inhibiteurs que j'évoquais précédemment se normalisaient, c'est-à-dire revenaient normaux. Attention, les informations partagées au fil de ce podcast ne sont en aucun cas un outil d'autodiagnostic ou de soin. Le recours à un professionnel est donc vivement recommandé. À la suite d'un événement traumatogène, il est important de rester attentif aux troubles pouvant intervenir sur le plan psychique ou physique. La FENVAC peut vous orienter vers des praticiens habilités à répondre à vos besoins. En cas d'urgence, contactez le 15.